Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. C'est déjà la numéro 76 et nous sommes le jeudi 17 décembre et nous sommes en direct, vous le savez. Tous les soirs de la semaine, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons avec vous. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude et comme tous les soirs sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV ou le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Anna Fonseca. Vous êtes représentante de l'OIM au Maroc. L'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Ahmed Skim, vous êtes directeur des affaires de la migration au ministère chargé des MRE et des affaires de la migration. Bonsoir. Bonsoir. Michel Henry, vous êtes journaliste au sein du quotidien français Libération. Et enfin, Mansour Affal, vous êtes journaliste au sein de l'agence de presse sénégalaise, l'équivalent sénégalais de la MAP. Demain, 18 décembre, se tient la journée internationale des migrants au Maroc. Elle est célébrée tout au long de la semaine à travers la semaine des migrants au Maroc. Aujourd'hui même, des experts et journalistes nationaux et internationaux se sont réunis à Rabat pour débattre du traitement médiatique des questions migratoires. Quel rôle jouent les médias dans la perception et l'appréhension des phénomènes migratoires et des migrants? Y a-t-il un réel clivage nord-sud dans ce traitement médiatique? Les politiques migratoires sont-elles influencées par les médias ou est-ce que ce sont les médias qui servent ces politiques? Médias et migration, quelle responsabilité? C'est le titre de l'émission de ce soir. Une image choc qui a bouleversé le monde entier et qui s'est retrouvée cet été à la une de centaines de journaux. Celle du petit Elan, 3 ans, un enfant syrien gisant sur une plage turque après sa noyade dans le naufrage d'une embarcation de migrants. Cette photo a largement été relayée par la presse européenne qui a voulu faire de cette tragédie un symbole fort pour prendre conscience de l'urgence de la situation. Elle a déclenché un large mouvement de soutien aux migrants parmi une opinion publique européenne majoritairement hostile jusque-là à l'accueil des réfugiés. Dans les quelques jours qui ont suivi la publication de ce triste cliché, une association d'aide aux migrants a récolté 180 000 € de dons contre 50 000 les 2 années précédentes. Et les réactions politiques se sont succédées. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait accueillir des milliers de réfugiés supplémentaires et la France a fini par accepter le principe de quotas de migrants dans l'Union européenne. Unifié d'asile. Mais pourquoi attendre une photo alors que ce genre de drame se produisait quasi quotidiennement depuis des mois? Le monde a visiblement besoin de se représenter et de s'identifier pour saisir la réalité et le discours médiatique informe et crée l'imaginaire collectif. Dans les années 60-70, dans les médias français, l'image qui prévaut du migrant est celle d'un travailleur docile, un miséreux des banlieues venant le plus souvent du Maghreb. Puis dans les années 80, la question de l'immigration se politise et les politiques migratoires se durcissent. Dans les représentations sociales, le bon immigré devient alors celui qui travaille et qui affiche une volonté de s'intégrer. Les droits de l'homme sont très peu évoqués. Ces 2 dernières années, avec les vagues migratoires massives de migrants aux portes de l'Europe, la représentation des migrants change encore. Dans certains pays, dont l'Italie en première ligne, le migrant est stigmatisé, décrit comme une menace pour la sécurité et la stabilité, comme porteur de maladies ou d'un potentiel danger. On assiste à une banalisation du discours raciste chez certains politiques relayés par les médias, ce qui aggrave une perception déjà négative de la société vis-à-vis des ressortissants étrangers et crispe davantage les opinions publiques. Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet. On a bien vu à travers ce reportage de Alison Fernandez la représentation qui peut être faite et son évolution au cours des années, au cours du temps, au cours des décennies, la manière avec laquelle les médias transmettent, on va dire, une certaine perception des migrants. Mais avant qu'on aborde ce sujet, je voudrais quand même, j'ai bien dit dans mon introduction, que demain, c'est la journée internationale des migrants. Elle date juste quelques points. Est-ce que ça contribue aussi, ce type de journée, à pouvoir mettre le doigt sur ce genre de choses, ou on va dire que c'est un sujet qui arrive aujourd'hui, le traitement médiatique des migrants, à l'occasion de cette journée-là? C'était important d'avoir une journée internationale des migrants? Oui, je pense que avoir une journée internationale de migrants fait qu'il y a une mobilisation plus grande de différents acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, pour faire des événements, des activités à l'occasion de cette journée. C'est le cas de l'OIM au Maroc. On a décidé, on a choisi cette année la thématique de médias et migration. Et ça, c'est pourquoi on a organisé aujourd'hui une rencontre internationale en coopération avec le ministère d'Emre
et d'affaires de migration, et aussi le soutien de la coopération suisse. Et on avait dans la salle les professionnels de médias et les professionnels de migration. Et ça, je pense qu'a marché très bien parce qu'on avait l'opportunité de discuter différents points, comme vous avez déjà référé. Mais c'était un dialogue très riche parce qu'on avait des professionnels qui sont du Maroc, mais aussi qui sont venus d'Allemagne, Royaume-Uni, Qatar, Russie, France, aussi des acteurs des Nations Unies, etc. Donc c'était une rencontre importante. Et aussi, on a pris l'occasion de lancer une campagne mondiale que l'OIM a lancée, I'm a Migrant, je suis migrant. C'est une campagne qui souligne la contribution du migrant à travers leur expérience personnelle. Alors on y reviendra parce que ça aussi c'est une manière aussi de modifier la perception qu'on peut avoir des migrants en disant finalement qu'on est tous des migrants quelque part, mais on y reviendra. Avant encore une fois qu'on parle du traitement médiatique, au Maroc on a choisi de faire la semaine des migrants à l'occasion de cette journée-là. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on en avait besoin? Alors, comme vous le savez, il y a une nouvelle politique migratoire au Maroc qui a démarré il y a 2 ans, au mois de septembre en 2013. Et cette année, pour célébrer la Journée internationale des migrants, on s'est dit qu'on va organiser toute une semaine qui va vibrer au rythme de la migration, célébrer les migrants, montrer leur rôle, leur contribution dans le pays d'accueil, dans leur pays de développement. Et on organise une série d'événements, une quarantaine d'événements qui vont du culturel, de l'associatif, de l'humanitaire, du sportif et aussi du scientifique avec cette conférence internationale considérée avec l'Organisation internationale de la migration cette année. On va la dédier au thème des médias parce que premièrement, la stratégie nationale d'immigration et d'asile comprend un programme important de communication, de sensibilisation envers la population, envers les médias, envers le grand public sur la migration. Et deuxièmement, parce que la migration occupe de plus en plus une place dans le débat public et dans les agendas politiques à travers le monde, pas uniquement au Maroc. Alors, revenons aux images qu'on a vues, qui sont extrêmement choquantes. Vous étiez venu, Anna Fonseca, au moment où, finalement de la publication de cette photo choc. On avait beaucoup, à l'époque, au moment de l'émission, réfléchi à la diffuser ou pas. À Libération, vous en aviez fait votre une. C'était aussi une vraie réflexion au moment où vous vous êtes dit, une photo de ce type, vous vous attendiez à une telle réaction? On n'a pas fait la une le lendemain, comme la plupart des journaux, mais je pense que cette photo a étonné les gens qui ne suivaient pas vraiment le dossier des migrants. Et en revanche, les gens qui suivaient vraiment le dossier des migrants, malheureusement, elle ne les a pas étonnés parce que des Elan, il y en a tous les jours. Et on a fait 2 mois d'ailleurs après cette photo, on a refait une parce qu'on a compté qu'en 2 mois, il y avait eu à peu près 70 Elan, donc environ au moins entre 1 et 2 par jour qui meurent, qui continuent à mourir depuis qu'il y a eu Aylan. Donc c'est vrai qu'il y a d'une part la réalité, qui est qu'il y a déjà eu plus de 3000 morts en Méditerranée cette année, et qui est que parmi ces migrants qui meurent, il y a un tiers d'enfants, et donc 1 ou 2 enfants qui meurent chaque jour. Et effectivement, on peut se demander pourquoi il faut qu'il y ait une photo pour que le monde réagisse, pour que la presse réagisse, pour que les médias réagissent. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a une indifférence par rapport à ce drame qui se déroule en Méditerranée, une indifférence générale en tout cas en Europe, et que d'un seul coup, je pense que des mois de mauvaise conscience, d'un seul coup, rejaillissent quand il y a une photo aussi spectaculaire, parce que d'un seul coup, elle est partagée sur les réseaux sociaux, des gens la voient, des gens qui jusque-là avaient fermé l'œil sur ce drame, et qui d'un seul coup se disent, mais effectivement, il se passe un truc horrible. Un journal va décider de la mettre à la une, l'autre aussi, et finalement, ça crée un phénomène qui est très positif, parce que du coup, effectivement, ça change le regard et des médias, et des opinions publiques, et donc des gouvernements. Mais effectivement, l'étincelle qui met ça, qui allume ça, elle est parfois difficile à comprendre parce qu'on se dit pourquoi d'un seul coup, à ce moment-là, cette photo-là a eu autant d'impact alors qu'il y en a eu d'autres avant qui n'ont pas eu d'impact.
Mansour Rafal, je reviens sur cette photo parce qu'elle est quand même assez, elle est assez représentative. Comment elle a été perçue au Sénégal, sachant que le Sénégal c'est un pays d'émigration, aussi des ressortissants qui essayent à travers le Maroc de rejoindre l'Europe. Est-ce que ça a eu un effet tout autre, j'imagine, ou est-ce que c'est passé inaperçu? Enfin, inaperçu, non, c'est peut-être un mot un peu trop fort. Non, je dirais pas inaperçu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médias sénégalais ont repris les dépêches et articles de la presse occidentale concernant cette photo. C'est vrai que ça a fait, je pense que c'est la presse, un média britannique, The Independent, qui a été le premier à avoir publié la photo à sa une, et donc avec cet effet boule de neige, tous les médias européens se l'ont approprié. Les médias sénégalais, bon, ce que je peux dire, c'est que les médias ont plus insisté sur la politique du deux poids deux mesures, parce qu'ils se sont dit oui, une photo pour créer le déclic et faire en sorte que les Européens acceptent d'accueillir les réfugiés, alors que des immigrés sénégalais, africains sont repoussés, meurent tous les jours. Il y a aussi avec le Frontex, qui fait que l'Espagne et certains pays européens ont été obligés de ramener les immigrés qui étaient sur des pirogues dans leur pays d'origine. Mais est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme des politiques? C'est-à-dire qu'en gros, vous dites qu'il y a 2 Elan chaque jour, les politiques le savent. En gros, quand Angela Merkel, suite à cette photo-là, annonce qu'elle va accueillir un grand nombre de réfugiés, tous ces politiques-là étaient au courant de ce qui se passait. Je veux dire, l'opinion publique le découvre, mais les politiques le découvrent également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore fonctionner aux images chocs, comme ça a été le cas avec le cliché de Nick Hutt pendant la guerre du Vietnam, avec la petite fille qui était brûlée au napalm? Est-ce qu'il va falloir encore fonctionner à ça, ou ça va plus fonctionner? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout du processus à travers l'utilisation d'images chocs dans les médias? Anna Fonseca. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que le média est très restrictif de parler des deux côtés. Un côté, c'est la souffrance humaine. Ça peut être positif parce que ça va augmenter la solidarité humaine. Mais de l'autre côté, c'est la part de sécurité, donc toutes les questions frontalières. Sans s'interroger vraiment sur les causes de la migration, sans souligner la question de diversité culturelle, la contribution du migrant au pays d'accueil. Donc c'est un travail qui est très bipolaire. C'est la souffrance humaine ou la sécurité. Et j'espère que l'avenir, le travail qu'on va faire ensemble avec les médias, va nous donner plus d'espace pour plus d'analyse sur les causes de migration et les efforts que les États au niveau international et régional fait pour adresser les causes de migration et les flux migratoires. Moi, je pense que c'est pas indifférent de signaler que ceux qui ont le plus réagi sur la photo de Elan, ce sont des journaux anglais, notamment The Independent, parce qu'ils réagissaient à la campagne de haine que menaient les tabloïds anglais, donc les journaux populaires, depuis des semaines, en disant ça suffit les migrants. Il y avait tous les jours des unes pour dire il y a trop de migrants, ça on peut plus les supporter. Et je pense que les journaux anglais qui sont un peu plus tolérants, comme The Independent, avec cette photo-là, ont saisi l'occasion pour faire balance à cette campagne qui avait lieu en Angleterre. Après, sur le rôle des politiques, je pense qu'en Europe, en tout cas, il y a une seule personnalité qui a un discours juste sur les migrants, c'est Angela Merkel. Tous les autres ont des espèces d'agendas très bizarres. En France, on va vous dire, oulala, faut surtout pas parler des migrants, ça fait monter le Front National. David Cameron est sur la même ligne aujourd'hui. Et la seule qui a un discours clair, franc et réaliste, c'est Angela Merkel, puisqu'elle a dit, mais attendez, s'il y a des gens qui veulent demander l'asile, c'est un droit, donc on doit les accueillir, on doit étudier leur demande, et si elle est fondée, on doit les recueillir, et on ne doit pas faire de quotas, et toute autre politique serait contraire aux idéaux même de l'Europe, ce qui est absolument la réalité. Sauf qu'il n'y a en Europe qu'une seule personnalité majeur qui tient ce discours. Il n'y a qu'un seul leader qui tient ce discours, c'est Angela Merkel. Et c'est ça le problème de base, c'est que tous les autres leaders sont contre
ce qui est pourtant un droit fondamental de l'être humain, c'est-à-dire qu'un être humain qui fuit un pays en guerre ou qui est persécuté, il a droit à avoir asile. Tous les pays ont signé des conventions dans ces sens-là, sauf qu'il n'y a que, pour l'instant, Angela Merkel qui le reconnaît franchement. Oui, au Maroc, ce genre d'images où les tragédies de noyades de bateaux dans la Méditerranée, au Maroc, c'est perçu, on s'est dit combien de tragédies comme ça, combien de drames il faut pour que les consciences bougent et se mobilisent. Et c'était un argument de plus pour la nouvelle politique migratoire du Maroc, lancée il y a 2 ans. C'est quelque chose il faut vraiment un traitement humaniste de la migration et de l'asile. Et ces images, ces tragédies donnent raison à ce choix de politique au niveau du Maroc. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque de banalisation, encore une fois, comme toute souffrance qui est mise en lumière à un moment donné, et c'est là où la responsabilité des médias aussi rentre en jeu, dans le fait de matraquer avec ce genre d'image. Est-ce qu'à partir d'un moment, vous avez senti s'essouffler finalement cette compassion voilà, la compassion a une durée de vie, hein. Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans une certaine banalisation ? Moi, je pense que oui. Par rapport aux médias sénégalais, il faut savoir qu'il y a des sujets qui vendent, comme il y a des sujets qui vendent pas. Donc, des photos comme ça, même si ça ne concerne pas directement les pays africains, oui, ce sont des photos chocs, ce sont des morts d'hommes. Forcément, oui, voilà. Et donc, certainement, ça peut... Je ne pense pas que ça a changé l'opinion des Sénégalais sur l'immigration, parce que le Sénégal est plutôt concerné par l'immigration illégale. Des islands, on en voit tous les jours en Afrique, et c'est pas pour autant qu'une photo comme ça peut changer la donne. C'est pas les mêmes perceptions qu'en Europe, par exemple. Là, ça vraiment montre le rôle crucial des médias dans la construction de la perception publique du sujet. Par exemple, sur la migration, le fait de montrer des images comme ça, ça donne une compassion avec le migrant pendant un certain temps. De même qu'au contraire, avec les attentats terroristes, etc., ça peut donner l'effet contraire. Un migrant, c'est un musulman, c'est un terroriste. À force de revenir sur les terroristes, sur les victimes ou sur les terroristes, leur origine, etc. Donc, comme on a dit ce matin dans la conférence, il faut un équilibre. Il faut traiter les sujets objectivement, pas verser dans l'humanisme, non dans le sens contraire. Alors justement, est-ce que l'objectivité suffit à Libération, où c'est un quotidien qui prône des valeurs d'humanisme, hein, vous êtes un quotidien de gauche, est-ce qu'il y a aujourd'hui un discours clair, structuré, réfléchi sur la manière de parler des migrants? Une grande question dans la conférence qui a lieu aujourd'hui, c'est la dénomination et la sémantique qui est utilisée, notamment pour les migrants. On parle de migrants, on parle de clandestins, on parle de sans-papiers. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie réflexion par rapport à ce qu'on oppose à tout ce qu'on peut avoir comme message à connotation négative qui concerne les migrants? Je pense qu'il y a eu une réflexion qui a été menée dans beaucoup de médias sur le terme à employer. Est-ce qu'il fallait parler de migrants ou de réfugiés? Beaucoup, à un moment, se sont dit on abandonne le terme migrant qui, par moment, a été connoté négativement, notamment par les Anglais, les journaux anglais, les tabloïds. Est-ce qu'il ne fallait pas parler uniquement de réfugiés? On a eu nous-mêmes beaucoup de discussions à ce sujet-là. Parler uniquement de réfugiés, c'est pas exact, puisque le statut de réfugié, c'est un statut juridique bien à part qui donne droit à des protections, alors que quand on est migrant, on n'est pas forcément un réfugié, on n'a pas forcément droit au statut de réfugié. Donc je pense qu'il faut parler de migrants et de réfugiés. Sur les 900 000 personnes qui sont rentrées en Europe par la mer depuis le début de l'année, il y a 80% de gens qui viennent de pays comme la Syrie ou l'Irak ou l'Afghanistan qui leur donneront droit sans doute à un statut de réfugié. Donc ces gens-là vont devenir des réfugiés à un certain moment. Simplement, je pense qu'il y a effectivement un problème de mots qu'on doit utiliser. Donc, il faut parler, je pense, de migrants et de réfugiés. Mais après,
certains veulent faire une différence entre des gens qui sont aptes à devenir réfugiés et d'autres qu'on appelle des migrants économiques, c'est-à-dire plutôt des travailleurs migrants, qui eux ne viendraient que poussés par le besoin de gagner mieux leur vie et que donc qui n'auraient pas droit au statut de réfugiés et qu'il faudrait renvoyer chez eux dans leur pays, puisque dans leur pays ils seront toujours protégés par leur gouvernement, alors que si vous renvoyez un Syrien chez lui, il sera dans la guerre. Mais je pense que même cette différence-là, qui d'un point de vue juridique est fondée, d'un point de vue humain, est très difficile à faire, parce que si vous prenez quelqu'un qui est sur son bateau surchargé entre la Turquie et la Grèce, que cette personne elle fuit la guerre, ou que cette personne fuit la misère, je pense que les deux personnes sont dans la même situation, ont le même besoin et le même désir d'aller vers un ailleurs qui soit meilleur, et les deux personnes ont choisi de mettre en jeu leur vie parce qu'elles préfèrent mourir sur ce bateau que de rester dans leur pays, que ce soit pour des raisons de persécution ou de guerre, ou que ce soit pour des raisons de misère économique. Donc faire la différence entre ce qu'on appelle des migrants économiques et des réfugiés politiques, si elle est fondée juridiquement, dans la pratique, elle est à mon avis encore pas du tout adaptée à la réalité. Alors c'est une guerre des mots. Hein. Déjà, je vais vous donner nous donner la définition exacte. Et en plus, il se trouve qu'entre l'OIM et entre le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, il semble qu'il n'y ait pas une vraie harmonie dans la définition exacte du mot migrant. Je pense que la terminologie va continuer à être un défi, non, pour avoir une consistance entre tous les journalismes, tous les médias dans tous les pays sur la question de migrants économiques ou migrants travailleurs ou d'autres concepts. Pour l'OIM, un réfugié est aussi un migrant, mais il faut qu'on ne peut pas mélanger la question de droit international pour un réfugié, non, droit de protection internationale, de l'autre droit, c'est le droit de l'homme. Je pense que aujourd'hui c'était intéressant parce qu'on a discuté beaucoup sur les différentes terminologies, mais nous sommes été d'accord que le droit de l'homme et le droit de protection internationale, ça on ne peut pas toucher. Donc si l'OIM dit qu'un migrant, ça inclut un réfugié... On a l'impression que ce sont des discussions de bureau pendant qu'on a des gens qui sont en train de risquer leur vie avec leurs enfants pour essayer de... Est-ce que ça va régler vraiment le problème après en termes de perception? Même si on a une définition claire, est-ce que ça agira sur vous, genre de médias, sur nous également, sur la manière avec laquelle on va communiquer, traiter la question migratoire? À l'antenne ou dans les journaux? En fait, les médias contribuent à façonner l'opinion publique sur un sujet tel que la migration. Et la terminologie est importante. Par exemple, en tant que pouvoir public, on demande aux médias d'utiliser une terminologie appropriée. Ah, vous m'avez rien demandé. Moi, depuis tout à l'heure, je parle de migrants. Qu'est-ce que je devrais dire? Non, mais c'est vrai. Est-ce que, je dis migrants, est-ce que je contribue à façonner l'opinion publique? Est-ce que je dois parler d'autre chose? J'aurais dû dire réfugiés. En termes de terminologie, il y a des conventions internationales qui donnent des définitions. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile? Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié? Qu'est-ce que c'est qu'un migrant, etc. Il se trouve que peut-être, parfois, des organisations internationales, les choses évoluent, ne soient pas d'accord sur le même terme. Ce qui est important, c'est que il y a des choses qui sont utilisées d'une façon erronée qui induit une mauvaise compréhension. Par exemple, on dit dans la presse parfois migrant illégal. Le migrant n'a rien d'illégal, c'est sa situation administrative qui est illégale. Et donc là, dire qu'il y a 10 migrants illégaux, c'est une utilisation inappropriée d'une terminologie. Un peu pour rebondir, c'est vrai qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, être d'accord sur le contenu qu'il faut donner à ces mots-là. Les médias sénégalais, quand ils parlent d'immigration illégale, ils parlent d'immigration clandestine. Systématiquement, tous les médias sénégalais, qu'ils soient privés ou publics, c'est le terme qu'ils emploient. L'explication que je peux donner, c'est peut-être un manque de maîtrise de ces concepts liés à la migration. Ils ne savent pas exactement quel mot, le contenu, ou bien en tout cas quel mot peut impacter, voilà. Donc systématiquement, immigration clandestine, émigration clandestine. Donc il y a un flou
dans les articles, dans les reportages. Est-ce que dans le concept, le terme migrant, c'est quoi? C'est toute personne qui quitte son pays pour aller vers un autre? Oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une uniformité dans le traitement de migrants? D'ailleurs, si vous décidiez de venir au Maroc pour vous installer, parce que vous seriez en situation précaire en France ou pour je ne sais quelle autre maison, pour trouver une meilleure situation, vous seriez un migrant. Oui, mais je crois que malheureusement, Non mais, ma situation, effectivement, je peux venir facilement au Maroc. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour un Marocain de venir Oui. en France. Donc, mais vous effectivement, seriez par définition un migrant. oui, mais Bon. j'aurais pas la même, je serais pas du Oui. tout dans la même situation. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a selon le sens dans lequel on va, du nord au sud ou du sud vers le nord, c'est totalement différent. Je pense que justement, une des injustices, c'est que quand on est au sud, on n'a pas le droit de bouger. On peut bouger éventuellement d'un pays africain à un autre, mais dès qu'on veut arriver vers le nord, là, il y a un blocage qui fait que effectivement, le terme migrant qui me paraît moi le plus approprié aujourd'hui, parce que pour moi, il est neutre. Beaucoup mieux que de dire des immigrés ou des clandestins, des immigrés clandestins ou des illégaux, qui sont des termes connotés et qui tout de suite font parler négativement de cette situation. Je pense que le terme de migrant est approprié parce qu'il est neutre justement, mais qu'après effectivement il recouvre une multitude de situations. Il y a une autre injustice. Si Michel vient au Maroc, on va dire que c'est un expatrié. Mais si un Marocain va en Europe, on va dire que c'est un migrant. Pardon? Ou un ressortissant étranger. Voilà. Oui. Donc, même à ce niveau, il y a une différence. Oui, non, mais on met le doigt sur quelque chose quand même. Je veux dire, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais c'est voilà. Mais ça, c'est pourquoi il faut mettre des choses en contexte. Et il faut comprendre pourquoi des personnes quittent leur pays. Et si ce sont des personnes qui quittent leur pays à cause d'une guerre ou parce que leur État ne peut pas les protéger, ils sont réfugiés. Donc, ils ont besoin d'une protection internationale, que ce n'est pas la même chose pour les migrants qui quittent leur pays parce qu'il n'y a pas des opportunités économiques dans leur région d'origine. Ça, c'est un migrant qui décide d'aller à notre pays pour une opportunité, éducation, économique, etc. Et il peut être dangereux si on commence à catégoriser beaucoup le flux migratoire. Je pense qu'il faut qu'on peut comprendre le flux migratoire dans un contexte plus large que seulement déterminer quelle est la catégorie de cette personne. Et aussi, je pense que ce qui est important de préciser, notamment pour les Européens qui sont focalisés sur les gens qui arrivent en Europe, c'est que l'essentiel des migrations se font d'un pays du Sud à un pays du Sud. Oui. Et que l'essentiel des réfugiés, concernant par exemple les Syriens, ils se trouvent en Turquie et au Liban et en Jordanie. Les gens qui arrivent en Europe, c'est qu'une petite partie des réfugiés syriens. Donc on a l'impression en France, évidemment, notamment des partis politiques qui utilisent le terme d'invasion ou qui s'inquiètent qu'il y ait beaucoup de monde, mais en fait l'essentiel des réfugiés n'arrive jamais en Europe. Et pourtant, c'est en Europe qu'on a l'impression qu'on est alors qu'il y a quand même 500 millions d'habitants. En Europe, il y a un solde migratoire, si je me rappelle bien, de 600 000 ou 700 000. Hein. Si on n'est pas capable c'est le solde migratoire de l'Europe, ce qui est, on est loin de l'invasion. Voilà, si on n'est pas capable d'absorber 1 million dans une année, c'est grave. Je veux dire, c'est pour ça que l'Allemagne, par exemple, a été courageuse, mais en même temps, les Allemands, ils font la part des choses par rapport à leur histoire récente, qui est qu'après la guerre de 45, ils ont intégré entre 12 millions à peu près de gens qui arrivaient des Sudètes, donc qui étaient des déplacés de l'Est, des pays de l'Est à côté de l'Allemagne, et ils ont fait leur réunification après la chute du mur de Berlin, qui les a aussi amenés à intégrer. Donc ça leur fait moins peur, même s'il y a beaucoup de monde, ça leur fait moins peur que d'autres pays. Mais même par rapport à toute l'Europe, il faut quand même expliquer que le nombre de gens qui arrivent, on est capable de les absorber. Simplement, il faudrait qu'il y ait une politique européenne globale qui soit menée, et pour l'instant, il n'y a aucune politique européenne globale. S'il y avait une politique européenne globale qui était menée par rapport aux migrants, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, parce qu'on pourrait décider combien on en met dans chaque pays, comment on les gère. Là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas gérés, que les pays européens, chacun considère que l'immigration, c'est sa propre souveraineté, donc refuse de partager avec l'Europe, alors que c'est évidemment un problème européen, puisque les migrants, par définition, passent d'un pays à l'autre. Donc chaque pays compte le gérer tout seul, c'est impossible. Et que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir une politique fédérale, dans un système plutôt fédéral européen. Et malheureusement, plus personne veut donner sa souveraineté à l'Europe. Et donc c'est ça le problème de base. Le problème de base, c'est pas l'afflux des migrants. Le problème de base, c'est que l'Europe ne veut pas gérer ensemble cette question-là.
Alors, ma question suivante, ça sera de savoir, est-ce qu'on doit opposer la compassion, je parle bien des médias, la compassion ou bien les faits, hein, lorsqu'on parle de chiffres et lorsqu'on voit les titrailles, invasion de l'Europe ou que certains pays sont en train de crier au loup en disant on est envahi, il y a des chiffres qui sont en face, de toute façon, qu'on peut donner. Est-ce que les médias sont outillés? Est-ce qu'ils les utilisent? Ou est-ce qu'ils continuent à jouer sur la compassion? On répond à ça juste après une petite pause. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Nous parlons de la relation entre les médias et le traitement, finalement, le traitement médiatique de la migration. Je vous ai posé une question juste avant qu'on aille vers la pause. En gros, est-ce qu'on utilise suffisamment les faits, les chiffres clairs à opposer aux politiques, finalement? Parce que si les médias sont là, lorsqu'un discours politique est servi de manière à ce qu'il y ait une sorte de psychose qui soit mise en place pour servir des intérêts ou des agendas politiques, est-ce que les médias sont assez outillés, assez spécialisés, ont assez d'experts pour permettre d'opposer un discours qui soit rationnel et pas politique? Anna Fonseca. Non. Non. Et on a parlé aujourd'hui sur le besoin d'avoir plusieurs journalistes qui sont plus spécialisés dans le domaine de migration et aussi intégrer plus la migration dans le cadre du journalisme. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de journalistes. Il y a bien sûr des journalistes qui peuvent écrire un bon article et avoir une perspective plus générale, que ce n'est pas seulement les chiffres, que ce n'est pas seulement la solidarité humaine, la compassion. Mais il y a de travail à faire pour développer plus une analyse plus intégrée de toute la question migratoire. Nous, si on veut parler de chiffres, c'est compliqué parce que c'est pas nous qui allons compter combien de gens arrivent, etc. Donc nous, on se base sur les chiffres qu'on a des différentes agences. Et là, c'est compliqué aussi parce que, par exemple, Frontex, qui est donc l'agence de surveillance des frontières européennes, va comptabiliser les passages. Et donc, va vous dire, il y a eu tant de passages. Mais par exemple, une personne peut passer 2 fois la frontière européenne, puisqu'elle va arriver par la Grèce. Après, elle va repasser hors de l'Union européenne, va re-rentrer. Donc, vous allez avoir de nombre de passages, mais une personne peut être comptabilisée 2 fois, donc ça ne correspond pas forcément à des personnes. Après, vous avez les chiffres que donne l'Allemagne, par exemple. Donc il y a des contradictions. Par exemple, là, Frontex dit il y a eu 800 000 passages depuis le début de l'année, et l'Allemagne vous dit ah ben nous, on a déjà 1 million de personnes qui sont rentrées sur le territoire. Donc les chiffres sont à prendre quand même avec des pincettes. Mais après, on a quand même des outils fiables. On a des mesures, je pense, dans lesquelles on peut avoir confiance. Le nombre de demandes d'asile qui sont effectivement déposées dans les pays, ils sont comptabilisés. Même si, par exemple, en Allemagne, ils ont eu du mal à un moment quand ils avaient 10 000 arrivées par jour, et la Grèce c'est pareil, quand ils ont des milliers d'arrivées chaque jour, c'est compliqué de pouvoir au jour le jour dire combien de personnes rentrent. Après, à la fin de l'année, on a quand même un chiffre à peu près global, donc si on fait un minimum de recherche, c'est vrai que tous les chiffres ne correspondent pas entre les différents organismes, mais on a à peu près quand même les masses globales, même si c'est compliqué, puisque par définition les migrants bougent, donc c'est compliqué d'avoir effectivement des chiffres précis, donc il faut être un peu quand même prudent par rapport aux chiffres qu'on sort. Je pense que avoir des chiffres n'est pas significatif en lui-même, voilà. Parce que c'est ce qui conduit à des traitements parfois erronés dans la presse. Il faut que le journaliste, et on l'a dit, peut-être spécialiste, ou quelqu'un qui suit le phénomène de la migration depuis quelques années, qu'il y a un background derrière, s'il y a un chiffre, il est comparé à d'autres choses qui sont dans le passé, comparé à la situation dans un pays, comparé à la population globale du pays, de l'Europe. Il y a un certain nombre de milliers de migrants qui arrivent en Europe, mais on ne compare jamais à la situation de la population globale en Europe. Combien l'Europe peut contenir de population? Ce genre d'analyse, on ne les voit pas. Et on utilise des termes ou des métaphores telles que des vagues, des marées, etc., qui ne servent pas la cause de la migration. D'où peut-être un renforcement de capacité des journalistes en termes par exemple, de droit international sur tout ce qui est en lien avec la migration ou l'asile. Il y a aussi un effort à faire de la part des chercheurs
de la recherche, de faire des études sur différents phénomènes liés à la migration et de publier ces études, que les journalistes se documentent sur ça et qu'ils peuvent suivre le phénomène. Alors justement, juste pour ça, donc le HCR, l'Institut arabe des droits de l'homme et le Syndicat national des journalistes tunisiens ont notamment rédigé un code de conduite qui comporte un ensemble de règles à respecter dans le traitement médiatique de la question des réfugiés pour éviter toute forme de faute professionnelle. Il faut cadrer. C'est à un moment, il va falloir, je vous regarde, mais enfin, je sais pas moi de quelle manière je vais apprendre ça, qu'on me dise attention, voilà comment il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on peut mettre en place ce genre de choses? Moi, je ne sais pas si on peut cadrer des journalistes, c'est très compliqué. Oui, oui, c'est pour ça que je vous pose la question de cette manière-là. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, après qui sont plus ou moins rectifiées, mais c'est vrai que sur les faits, par exemple, on peut prendre aussi d'autres points de vue. Libération, par exemple, s'est associée au mois de juin avec d'autres médias européens dans un projet qui s'appelle Migrant Files, qui était en fait un travail différent sur les chiffres, justement, et où on a pu démontrer que l'argent en fait qui était dépensé par les pays européens pour rejeter les migrants, ça se remontait à des sommes colossales, et que si on utilisait ces sommes, donc c'est-à-dire par exemple pour les reconduites à la frontière, si on sait qu'en France pour ramener quelqu'un dans son pays, ça va coûter entre 15 et 20 000 euros par personne, entre les frais différents qu'il y a eu d'avant d'hébergement et de le ramener chez lui. Par exemple, tous les systèmes de sécurité, les systèmes de surveillance qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus coûteux, et dans lesquels on dépense des centaines de millions d'euros, finalement on se rend compte que tout cet argent mis bout à bout, qui sert uniquement à rejeter les gens, si on utilisait cet argent peut-être pour les intégrer, on réglerait beaucoup mieux le problème. Donc, avec les mêmes faits, on peut avoir une interprétation différente et on peut amener une autre réalité. Simplement, il faut un peu faire un pas de côté et considérer autrement les faits qu'on nous présente. Donc ça peut être, à mon avis, un travail qui est intéressant, qui est malheureusement pas mené assez souvent parce que ça demande beaucoup d'énergie et c'est de l'investigation et ça ne vous tombe pas tout cuit dans l'assiette. Donc, ça peut être fait que s'il y a des médias qui se fédèrent leurs forces ensemble. Mais je pense que c'est par exemple des angles de travail intéressants pour les médias. Alors, le traitement médiatique de la migration, c'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comment était appréhendé ce phénomène depuis quelques décennies? Comment ça a évolué? On regarde un sujet de Alison Fernandez. Paris, 1983. Plusieurs dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour manifester pour l'égalité et contre le racisme. C'est la première manifestation du genre dans le pays qui sera surnommée par les médias la Marche des Beurs. Dans la foulée, une association antiraciste voit le jour, SOS Racisme, et se fait connaître grâce à son fameux slogan « Touche pas à mon pote », conçu pour promouvoir l'intégration des jeunes issus de l'immigration, notamment maghrébine. Les médias relayent certaines actions au coup de poing et sont utilisés par les associations, parfois les politiques, pour véhiculer une image positive des immigrés et lutter contre le racisme. Au Maroc, face à la recrudescence d'actes violents contre les subsahariens l'an dernier, la première campagne contre le racisme s'organise. Baptisée Anamachi Azi, elle est lancée en mars 2014 par une dizaine d'organisations qui veulent dénoncer certains comportements discriminatoires envers les subsahariens. Et des politiques publiques sont mises en place pour favoriser l'intégration des migrants. Il y a 2 ans, une nouvelle politique migratoire qui se veut plus humaniste est adoptée sous l'impulsion royale. Parmi les initiatives importantes, une opération de régularisation massive des migrants en situation irrégulière. 92% des 27 600 demandes sont acceptées. Également la mise en place d'un programme d'aide humanitaire d'urgence pour les migrants en situation d'extrême vulnérabilité. Dernière mesure en date, le lancement hier à Salé d'un projet pilote d'insertion professionnelle au profit de 70 migrants, notamment des femmes qui ont bénéficié d'une formation. Alors, le cas marocain, est-ce qu'il est, on va dire, véhiculé? Est-ce qu'il est repris dans des médias internationaux? Est-ce qu'on fait ce travail pour pouvoir donner... On est quand même sur une politique qui est assez inédite dans la région. Est-ce que dans le traitement médiatique, justement, que cela soit chez nous ou que cela soit avec les médias étrangers, est-ce qu'il est suffisamment véhiculé? Est-ce qu'il faudrait qu'il le soit plus? Forcément, on s'est dit que, par exemple, les politiques publiques qui marchent ne sont pas suffisamment mises en relief dans les médias, que ce soit au Maroc ou ailleurs. On a tendance à se focaliser sur les choses qui ne marchent pas.
sur la moitié vide du verre. Alors que effectivement, en mettant en relief des politiques publiques qui marchent, telles que la stratégie nationale d'immigration et d'asile, ça donnerait aussi des idées, par exemple, à d'autres pays dans la région, parce que la migration, en fait, c'est pas une problématique à gérer par un pays tout seul. C'est une problématique qui doit être gérée, qui a besoin d'une gouvernance régionale et internationale. Mansour Rafal, du Sénégal, est-ce que, pays frère du Maroc, comment on a vu, on a appréhendé la politique migratoire marocaine? Est-ce que ça a fait l'objet d'une couverture particulière ou alors c'est passé inaperçu? Très honnêtement, ça n'a pas fait l'objet d'une couverture médiatique très... en tout cas, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Mais je pense que ce qui serait peut-être possible, c'est de se déplacer éventuellement, les médias sénégalais, au Maroc et de voir de visu comment ça se passe. Parce que ce qui est un peu déplorable dans les médias sénégalais, c'est qu'ils ne vont pas au-delà des faits. On interroge des officiels, voilà, ce sont des interviews qui sont publiées telles quelles, il n'y a pas d'analyse de fond ou de travail d'investigation qui se fait. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû au fait que la question de la migration ne se trouve pas en pole position dans les rédactions? Je pense que c'est une question à se poser. Anna Fonseca. Je pense que quand un pays comme Maroc ou autre pays fait une campagne au niveau de masse, non, pour une audience nationale, ça veut dire que le pays est prêt à répondre à toute la question d'une nouvelle immigration ou d'une population qui est nouveau au Maroc, et que le pays veut répondre des questions qui sont liées à cette migration, notamment à question de stéréotypes, de préjugés. Et je pense qu'avoir une campagne comme ça peut être positive. L'OIM a lancé dans ce moment une campagne globale, donc ça c'est avec un objectif le même objectif pour souligner la part positive de la migration. Donc ça peut répondre aussi aux stéréotypes, aux préjugés. Mais il faut avoir aussi une capacité pour évaluer ce type de campagne. Et pour faire ça, il faut avoir une méthode technique pour évaluer l'efficacité sur le changement de perception avant et après la campagne. Pour l'OIM, on a beaucoup de débats internes sur des questions de campagne. Si on va suivre une campagne que c'est pour les masses, ou si on va suivre une campagne que c'est plus ciblée. Et ça, c'est, par exemple, ce qu'ils ont fait avec les journalistes. Ça, c'est une façon de faire une campagne de sensibilisation, mais que c'est très ciblé à un groupe de professionnels. Donc, il y a des différentes façons de le faire, mais je pense que c'est très important d'avoir un système pour évaluer les campagnes. Alors, on avait un problème avec le micro, vous inquiétez pas, on vous a amené un micro-main. Moi, je pense que oui, effectivement, peut-être que le Maroc n'a pas fait connaître sa campagne de régularisation, ou peut-être que les médias n'ont pas été assez curieux pour venir voir au Maroc. Je pense que c'est sans doute les deux peut-être. L'autre aspect, c'est aussi de se dire, est-ce que le Maroc a envie que tout le monde sache qu'il y a eu une campagne de régularisation, parce que ça peut après faire croire qu'il va y en avoir d'autres derrière, et ça peut attirer d'autres migrants. Ça peut être aussi un réflexe de se dire, on va pas trop en parler. Par exemple, Angela Merkel a été beaucoup critiquée, notamment par une partie de sa coalition politique, pour avoir dit, nous, à partir d'aujourd'hui, on accueille les gens parce qu'ils y ont droit. Et on a dit, mais là, vous faites un appel d'air incroyable. Le mot est passé par tous les camps de réfugiés syriens en Turquie, etc. Tout le monde veut venir en Allemagne. Donc c'est vrai que moi, je trouve ça très bien que le Maroc ait fait cette campagne, et c'est sans doute très positif. Après, sur la communication de ces campagnes, je pense que c'est aussi compliqué pour des pays de savoir quel va être l'impact de la communication de ces campagnes.
Alors, il y a un élément qui était intéressant, donc, que vous avez évoqué dans la conférence d'aujourd'hui, c'est la représentativité au sein des médias on va dire, des différentes ethnies, nationalités, origines, qui permettraient d'avoir un traitement beaucoup plus peut-être équitable, raisonné sur cette question de migrants. Ça aussi, c'est un élément qui est important, mais est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que il faut que dans une rédaction, il y ait, alors je parle de pays comme la France, puisque vous êtes avec nous, avoir cette représentation au sein des rédactions, plutôt que cette représentation à l'antenne ou dans les colonnes de la presse. Elle est où l'équation? Il faut les avoir en back-office ou il faut les avoir en front-office? Moi, je peux parler de mon journal. Il y a très peu de minorités qui sont présentes dans la rédaction et c'est très dommageable parce que si vous avez des minorités, des gens de différentes origines, de différentes cultures, de différentes religions, vous n'avez pas du tout la même façon de traiter les sujets. Donc c'est sûr que c'est pas propre uniquement à Libération. Je peux parler des médias français. Il y a une dramatique sous-représentation des minorités et c'est sans doute un des points cruciaux sur lesquels il faut absolument faire un effort dans les années à venir. Et ça concerne, en tout cas, je parle pour les médias français, effectivement, un des plus gros problèmes qu'on a affrontés aujourd'hui. C'est que pour parler de ces questions-là, et notamment, et pour parler d'autres questions, mais c'est qu'effectivement, les rédactions, elles sont blanches et elles sont mono-ethniques, si on peut dire. Et c'est très très regrettable. Il y a une chose qui a marché, par exemple, lors de l'opération de régularisation. On a beaucoup travaillé avec la société civile, les associations de migrants, pour faire le relais de l'administration auprès des migrants, pour les encourager à venir s'inscrire dans cette opération de régularisation, parce qu'il y avait de la méfiance au départ. Et donc aussi, on s'appuie beaucoup sur les associations de migrants dans des opérations sociales, d'aide humanitaire. Ça permet d'approcher mieux ces communautés avec des personnes qui connaissent la culture, qui connaissent la langue. Donc pourquoi pas dans le domaine des médias. Il faut intégrer plus dans le contexte journalistique des personnes qui comprennent bien le phénomène migratoire et bien sûr les migrants, ils ont passé par ce phénomène. Donc s'il y a plus de migrants donc si on peut promouvoir que plus de migrants commencent à écrire et à faire du journalisme, et photojournalisme qu'on a parlé aujourd'hui, je suis sûre qu'on va commencer à avoir des histoires qui sont plus équilibrées et qui sont écrites dans un contexte plus neutral, plus adéquat. Mais là, aujourd'hui, on est en train de parler de ce sujet. C'est la semaine des migrants au Maroc, c'est la journée internationale demain. Dans 3 semaines, est-ce qu'on aura la même vision? Est-ce qu'on va se dire, finalement, c'est pas structurel, tout ça? C'est-à-dire, quand je vous pose la question sur la composition des rédactions, on en parle aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté? Parce que vous me dites que dans votre quotidien, c'est très peu représenté, mais est-ce qu'il y a une volonté? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça vienne des médias eux-mêmes, ou il faut que ça vienne des politiques? Est-ce qu'on va devoir être encore dans de la discrimination positive? C'est complexe, tout ça. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une vraie volonté? Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faudrait une volonté aussi bien politique qu'une volonté qui vient des médias pour parler de cette question. Parce qu'au Sénégal, des journées comme ça, on en parle le temps de la journée et puis on passe à autre chose, malheureusement. C'est un peu ça qui est dommage. Je pense qu'on gagnerait un peu à développer des sensibilités, notamment à travers cette représentativité au sein des rédactions. Ça change les sensibilités et ça change la diversité. Au Sénégal, il y a une diversité ethnique incroyable et des pays de la sous-région francophone aussi intègrent les rédactions des médias sénégalais. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment une volonté des deux côtés. Bon. Juste quelque chose. Imaginons, là on est dans ce studio, on est bien au chaud. En ce moment même, il y a des gens qui doivent être sur un bateau en train d'essayer de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Oui ou non? Oui. Maintenant, tout de suite, là, on est en direct.
Évidemment. Bon, voilà, C'est bon, ça pour permet d'humaniser, je sais pas, de penser que c'est en train de se faire en ce moment. C'est pour ça quand vous dites est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation, moi je pense que non. Et je pense que justement le travail des médias, ça doit être d'éviter la banalisation. C'est qu'à partir du moment où tous les jours vous comptez s'il y a 3500 morts par an, ça veut dire qu'il y a 10 morts par jour. Ouais. Donc tous les jours, demain il y aura 10 morts, aujourd'hui il y a eu 10 morts, et après-demain il y aura 10 morts. Donc ça doit empêcher absolument la banalisation, puisqu'on ne peut pas admettre qu'il y ait 10 morts. On ne peut pas être fataliste par rapport à ça. Donc effectivement, les médias doivent être extrêmement vigilants pour que ça rentre pas dans cette catégorie de faits absolument horrible, style quand il y a aujourd'hui un attentat de Boko Haram au Nigeria, il y a 40 morts, et ben ça va faire une brève parce qu'on dit ah bah oui, encore Boko Haram, encore Nigeria, qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus? Donc ça passe à l'as. Idem s'il y a un attentat en Afghanistan. Après, c'est extrêmement gênant. C'est un travers des médias qui doit être dénoncé et contre lequel on doit se battre. Et il faut que les. Ne dites pas qu'on va arriver aujourd'hui à dire il y a les bons migrants et les mauvais migrants. Il y a les migrants vendeurs, il y a les migrants non vendeurs. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais en termes médiatiques, on peut se poser la question. Non, mais en tout cas, il y a une indifférence par rapport à certains drames, parce qu'on juge dans les médias qu'effectivement, il y a une espèce de routine de l'horreur qui fait que c'est tellement horrible et c'est tellement répétitif qu'effectivement, quand il y a de nouveau 40 morts de Boko Haram, ben, ça fait plus que 3 lignes, parce qu'on l'a déjà raconté hier et qu'on l'a déjà raconté avant-hier. Donc effectivement, par rapport à ce drame en Méditerranée, on doit absolument éviter ce travers-là. Oui, allez-y. Non, moi je disais que fondamentalement, ce qu'il faut pour éviter cette banalisation, c'est surtout de capaciter les journalistes, parce que vraiment, il faut vraiment s'approprier certains sujets et les maîtriser, parce qu'on peut pas maîtriser on peut pas maîtriser, ne pas maîtriser un sujet et vouloir en parler comme ça dans les médias. Donc, il faut savoir comment utiliser les mots et faire en sorte de ne pas heurter l'opinion publique. Et pour ça, ça passe pour moi par la formation des journalistes. Anna Fonseca. À côté de la couverture médiatique qui va continuer, et malheureusement, c'est quand il y a une tragédie ou quand il y a la question humanitaire, parce que comme j'ai dit, il y a des autres points comme les causes de migration, les efforts internationaux qui ne sont pas là. Mais à côté de ce cadre-là, il y a l'autre côté que c'est sur la migration comme un point transverse dans les stratégies de développement de chaque pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait ici au Maroc. Ça veut dire intégrer la migration dans les différents aspects de développement de différents secteurs, santé, économie. Et ça va aider beaucoup pour permettre la migration d'être là comme un sujet plus souvent, parce que commence à être plus intégré dans la société, dans les systèmes sociaux et politiques. Je peux comprendre que les médias suivent l'actualité. C'est-à-dire que les médias, ils vont dire qu'on ne peut pas parler de migration et de réfugiés tous les jours. Mais là où il faut innover, en matière de traitement médiatique de la migration, en termes d'émissions, de concepts, etc., de telle manière de garder, en parler vrai, garder ça, sans en mettre, sans parler trop au moment juste des tragédies des médias. On ne pourrait pas faire une émission comme ça tous les jours. Les gens n'auraient plus envie de regarder et ils se diraient, ils vont banaliser, ils vont se dire bon bah finalement c'est bon, on nous sert ça tous les jours. Parce que vous dites de l'actualité, mais qui finalement, alors c'est peut-être une question un peu plus vaste, mais sur ce sujet-là, est-ce que c'est la question que je posais finalement en début d'émission, est-ce que c'est le politique qui va dicter finalement sur ce type de dossier, sur les migrants, l'actualité, ou c'est le contraire? Et est-ce que les termes qui sont utilisés par les politiques, ce sont les termes qui sont automatiquement relayés par les médias? Je prends le cas de la France. Lorsqu'on met la lorgnette et qu'on regarde Calais, qui est qui est vraiment symptomatique et qu'on voit que tous les médias focalisent dessus, on peut comprendre que ça fasse peur à l'ensemble de la population française qui va se dire mais ça va être comme ça partout. Est-ce que les médias prennent le temps d'avoir le recul nécessaire pour dire mais attention, ok, il y a une situation qui est quand même assez catastrophique quelque part, mais c'est là, la France est immense. Est-ce qu'il y a cette réflexion pas, ou alors on suit finalement
le mouvement. Non, mais je pense que Calais, on a raison d'en parler parce que c'est un scandale que ça se déroule en France et que donc c'est un scandale à dénoncer parce qu'il y a quand même des milliers de gens dans des... Mais de quelle manière? Voilà. Mais après, effectivement, mais je pense qu'il faut en parler pour dénoncer la situation et dénoncer le fait qu'il y ait des milliers de gens qui vivent dans ce qu'on appelle la jungle. Après, je pense qu'il y a aussi... Les médias doivent faire un effort pour donner des images plus positives des migrations. Il y a des success stories de migrants qu'on met rarement à la une. Et donc je pense qu'il faudrait aussi que les médias, et je parle aussi pour le mien, qu'on soit plus dans une présentation un peu différenciée de ce qu'est la migration et de ce que sont les migrants et de ce qu'ils apportent aux pays dans lesquels ils s'installent. Et effectivement, l'accent n'est pas du tout mis dans les médias sur ces expériences positives, alors qu'on connaît tous, on a tous dans notre entourage des migrants qui sont installés, qui sont venus dans notre pays, qui ont réussi, on connaît leurs enfants, etc. Donc, comme ce sont des choses qui se passent bien et que les médias ont tendance plutôt à parler que des choses qui se passent pas bien, effectivement, ces parcours-là, on a tendance à les occulter, alors qu'il faudrait, je pense, dans un souci pédagogique, au contraire, les mettre beaucoup plus en valeur. Alors, Anis Birrou, ce matin, en ouverture de la conférence, votre ministre, qui devait être là, vous l'avez remplacé au pied levé. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation, a dit quelque chose qui rejoint un peu la campagne qui va être lancée, c'est quelque part, on est tous des migrants. Si on revient dans notre arbre généalogique, aux générations d'avant, on est tous des migrants. C'est la date qui diffère. Oui, c'est la date qui diffère, de savoir à quel moment ça s'est passé. Il y a une campagne qui va être menée et qui, en fait, se base sur ce concept-là, cette notion qui est, finalement, on est tous migrants quelque part. Oui, I'm a migrant, je suis migrant et basé sur des histoires personnel et ça démontre que chacun a une histoire et avec une histoire dans un processus migratoire qui a changé beaucoup entre pays, entre situations et que c'est une façon puissante, je pense, pour démontrer la contribution du migrant au pays d'accueil et aussi pour promouvoir la interculturalité, la diversité d'histoire. Parce qu'à la fin, oui, nous sommes tous migrants, oui. Si on a quitté notre pays, si on a quitté notre région, parce qu'il y a les migrations internes, hein. Ça, c'est le plus grand phénomène, c'est la migration interne dans le même pays. Donc on a tous une histoire à dire et pour l'OIM, c'est important d'avoir la contribution des journalistes et de toute la population pour contribuer avec ces histoires. C'est un concept qui peut marcher, ça, dans on va dire la prise de conscience que la migration, l'immigration, l'installation dans un pays qui n'est pas le sien, est-ce que c'est une manière d'appréhender ça aussi, de faire regarder les gens vers leur passé, qu'on soit français, qu'on soit anglais, qu'on soit américain? Les Américains sont par définition une terre d'immigration, et si on revient dans la généalogie, il y a quasiment toutes les nationalités du monde qui y sont représentées. C'est un concept qui peut faire mouche ou pas, d'après vous? Je parle en termes de médias. Au moins, il aura l'avantage de contrebalancer les success stories auront l'avantage de contrebalancer les histoires négatives sur la migration, aussi sur l'instrumentalisation des médias par le politique à laquelle on assiste aujourd'hui. Et donc parce qu'on sait que ça façonne l'opinion publique, c'est justement ça qu'on voudrait éviter au Maroc, qu'il y ait cette montée de populisme, parce que c'est une menace pour la cohésion sociale et culturelle du pays. Encore faut-il éviter de tomber dans les caricatures du bon arabe de service comme on pouvait avoir de temps en temps en France, dans les médias ou ailleurs. Sans aucun doute, oui, sans doute. Mais après, effectivement, si on regarde par exemple dans l'histoire de la France, on a vu dans le reportage, il y avait l'exemple de SOS Racisme qui, dans les années 80, s'est beaucoup développé, mais qui finalement était un échec parce que c'est une organisation qui a été plutôt au service du Parti socialiste et dont on s'est rendu compte qu'elle avait très peu d'impact dans la réalité des quartiers, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi qu'il y ait une mobilisation effective qui marche dans les quartiers. Et c'est compliqué aussi parce que l'essentiel, beaucoup de la parole politique aujourd'hui est négative. Et donc cette parole politique qu'on retrouve dans les médias, elle est négative sur les migrants. Et donc on est face à ce flux de paroles négatives sur les migrants
qui est celle des politiques, et comment la contrebalancer, c'est compliqué, puisqu'elle occupe déjà une grande partie de l'espace. Donc soit on décide de la décortiquer et de la contrer d'une certaine manière, soit on décide de parler d'autre chose. Mais c'est compliqué parce que cette parole, elle est là. L'essentiel de la parole politique est négative, et pour les médias, c'est pas évident de travailler avec ça. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Dans mon oreillette, on me dit que vous avez une robe magnifique. Je me joins à la rédaction pour vous le dire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route, et je vous dis à demain.